Le président de la République est devenu l'homme à tout faire de la République. Et quand un président veut tout faire, eh bien, on sait que le résultat n'est pas au rendez-vous. Et c'est exactement ce qui se passe. Et le Premier ministre est réduit à l'état de collaborateur. Et donc aujourd'hui, le pays est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt. Et nous savons que Israël n'a pas la capacité de véritablement détruire le programme. Il faut l'aide des Américains pour aller en profondeur. Et c'est bien sans doute ce que voudrait Benjamin Netanyahou. Oui. Dominique de Villepin était invité sur France 2 afin de réagir aux tensions entre Israël et l'Iran, mais en direct, il détruit la politique étrangère de Macron, accuse l'Élysée d'irresponsabilité et affirme que la France n'a plus de vrai président depuis 2007. Comme vous allez le voir, il va tout exploser en quelques minutes. Mais avant, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, était lui aussi invité sur le plateau de Public Sénat afin de commenter l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. Mais dès les premières minutes, le ton est donné. Il démonte point par point la propagande sur la légitime défense israélienne. Pour lui, c'est une inversion totale des faits. Les rôles sont interchangés. L'agresseur devient la victime et les morts palestiniens ne comptent plus. Coquerel dérange, car il casse la narration officielle. Et comme vous allez le voir, il va remettre les pendules à l'heure, en direct. C'est un peu frappant de dire qu'Israël joue sa survie, alors que on a depuis plusieurs années Israël qui frappe comme il l'entend son pays voisin, le Liban. Je suppose qu'il n'y a pas un problème de survie de la part du Liban. Attaque la Syrie à plusieurs reprises sans autorisation. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il s'extrait tout le droit international et on est là à dire qu'ils ont le droit d'assurer leur sécurité. En plus, je ne suis pas sûr que pour Israël et pour les Israéliens, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y a une contestation qui monte, cela assure la sécurité. Parce que en ce moment, malheureusement, et moi j'exprime ma compassion à toutes les victimes des deux côtés, il y a des bombes qui tombent, enfin en tout cas des missiles qui tombent quand même sur le sol israélien. Donc je pense que tout ça est très mauvais pour le peuple israélien, évidemment très mauvais pour le peuple de la région, qu'on risque un embrasement régional et que la France serait bien inspirée de demander la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU pour demander que les armes cessent, faire pression là-dessus. Elle appelle à la désescalade, la France. Oui, mais d'accord, mais vous me dites... D'accord, mais ce que j'ai lu, c'est que ce week-end, M. Macron n'excluait pas, dans une certaine situation, que la France puisse rentrer dans le conflit, alors qu'il n'y a même pas une seule discussion. Aider Israël à se défendre et à s'assurer sa sécurité, donc, c'est ce que dit le chef de l'État. Oui, mais Israël ne se défend pas, ils attaquent. Israël attaque en ce moment. Enfin, c'est quand même extraordinaire la manière dont on inverse les choses et dont, malheureusement, on prend un certain nombre d'éléments de langage du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien explique nous bombardons des cibles militaires, on attaque les civils. Mais enfin, regardez le nombre de morts des deux côtés pour voir que tout ça n'est pas possible. Maintenant, le gouvernement israélien explique qu'ils ont le droit de cibler, là, c'est même plus le programme nucléaire, ils ont le droit de cibler personnellement des dirigeants du régime iranien. Bon, j'ai aucune sympathie pour les dirigeants du régime iranien. On s'est toujours opposé au régime des mollahs. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Mais que Israël se prenne le droit, en tant que gouvernement génocidaire, qui n'a rien, je pense, à envier aux valeurs qui sont actuellement celles des mollahs, je ne vois pas aujourd'hui en quoi il pourrait défendre des valeurs universelles par rapport à un régime de mollahs que nous condamnons. Je trouve que tout ça est sidérant et que c'est prendre un risque considérable dans la région. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que la France soit du côté de la paix. Et pendant ce temps, sur un autre plateau, une autre bataille idéologique se joue. Bruno Retailleau ose affirmer que mai 68 a fabriqué des barbares. Mais c'est Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, qui va monter au front. Froidement, calmement, il le recadre. En une phrase, il renverse l'accusation, rappelant que les jeunes d'hier comme d'aujourd'hui sont les boucs émissaires des peurs d'un monde politique à bout de souffle. Et je pense que Bruno Retailleau a tort de faire cela. Il est ministre de l'Intérieur, donc il devrait convoquer à la fois des références historiques, des propos qui apaisent et qui montrent une direction. Je comprends que, étant devenu chef de parti, il a peut-être des ambitions par-delà la mission qui lui incombe et qui le conduit à utiliser des mots plutôt que d'autres pour essayer de conforter une audience. Mais je pense que d'abord, ce n'est pas compatible avec l'exercice de la fonction de ministre de l'Intérieur, qui est une fonction où l'autorité va avec le devoir de l'apaisement. Ensuite, 1968 a été un grand moment à la fois de libération, d'espérance, d'optimisme. Et là, nous sommes au contraire dans un moment de nihilisme profond. Et l'atmosphère qui existe aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui existait en 1968. Même si en 1968, je n'avais que 5 ans et que je témoigne de cela à partir d'une culture, j'en conviens, un peu livresque. Et par ailleurs,
on ne peut pas essentialiser la jeunesse au motif que des phénomènes de violence de ce type se produisent, en la réduisant à un mot barbare, ni d'ailleurs relativiser les actes en question au motif qu'ils seraient le fait d'individus isolés en minorant la portée de ces actes. Mais le plus grave, c'est peut-être ce qui vise directement une population entière. Le ministre français des Outre-mer, Manuel Valls, fait face à une plainte pour propos islamophobes. 2 députés écologistes, Benjamin Lucas et Léa Balaj El Mariki, l'accusent de stigmatiser les musulmans. Cette fois, la parole politique dérape de trop. Et une question s'impose. Jusqu'où va-t-on laisser faire ? Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu sans aucun doute cet extrait. C'est que, d'abord, il vient essentiellement du monde arabo-musulman, cette haine des Juifs, en France comme ailleurs, l'islamisme sous toutes ses formes. Ce que dit là Manuel Valls est absolument honteux et grave. Ces propos sont stigmatisants, dangereux et surtout profondément racistes. Avec mes collègues députés écologistes, Léa Balaj El Mariki et Benjamin Lucas, nous avons saisi le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Parce que l'antisémitisme ne se combat pas en stigmatisant des millions de personnes et surtout en banalisant l'islamophobie, nous ne laisserons rien passer. Et alors que le monde regarde ailleurs, une voix courageuse surgit sur BFM TV. Aïda Tavakoli, franco-iranienne, refuse de se laisser instrumentaliser. Face caméra, elle démonte le discours de Netanyahou sur la libération du peuple iranien. Elle déclare avec dignité « On ne peut pas adhérer éthiquement à ce discours ». Une gifle morale inattendue qui laisse le plateau sans voix. Elle refuse que sa double identité serve de caution à un projet guerrier. Ce que nous, on reçoit des habitants aujourd'hui de Téhéran et des syndicats étudiants, c'est que cette guerre n'est pas la nôtre, que nous voulons la vie et non pas la mort, que nous voulons la liberté et non pas la guerre. Sauf que ce qui est un peu nouveau, c'est que cette fois, on voit bien que les dirigeants israéliens et ceux qui viennent sur ces plateaux expliquer l'opération qui a été déclenchée essaient de faire passer des messages à la population iranienne. Et donc en fait, adhérer à ce discours... Est-ce que ces messages parlent ? Est-ce que ces messages imprègnent ? Je pense que la question à se poser quand même, c'est se dire que adhérer à ce message-là de M. Benyamin Netanyahou, qui, je le rappelle, est condamné pour crime de guerre et crime contre l'humanité, ce monsieur... Donc, adhérer à son discours qui dit qu'en fait, pour libérer le peuple iranien, voilà la seule proposition qu'on a pour vous, nous, en tant que communauté internationale, c'est vous bombarder. C'est-à-dire, pour une démocratie que vous avez demandé donc par les moyens pacifiques et que vous nous avez demandé depuis plusieurs décennies, mais aussi depuis plus intensément en 2022, de mobiliser les outils du droit international, les sanctions diplomatiques, des sanctions qui sont ciblées et non pas qui sanctionnent l'ensemble de l'économie iranienne, mais qui ciblent la répression, des procédures judiciaires, de donner les moyens aux ONG d'enquêter, de faire en sorte que les criminels soient condamnés et apparaissent devant la justice et non pas soient enterrés en dessous de décombres. Donc, à cette population-là, en fait, ce que M. Macron dit ne suffit pas. Le fait de ne pas participer ne suffit pas à la population iranienne, puisqu'elle a des conséquences, cette non-participation, pas que pour la société civile iranienne d'ailleurs, elle a des conséquences pour la société civile gazaoui, qui est victime d'une instrumentalisation de l'aide humanitaire et de la famine. C'est une des conséquences pour la société civile israélienne, qui doit dormir exactement dans le même état de stress que la société civile iranienne ce soir, parce qu'on voit que des bâtiments civils sont visés. Donc ne pas participer ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a complètement laissé tomber ces 3 sociétés civiles, et donc on ne peut pas adhérer éthiquement au discours de M. Benyamin Netanyahou. Mais le cynisme ne s'arrête pas là, car pour le Rassemblement national, le génocide des Palestiniens ne serait qu'un fantasme. Oui, un fantasme. Le mot est lâché. C'est une tentative de négation pure et simple, une réécriture du réel, alors même que des milliers de civils meurent sous les bombes. Cette phrase en dit long sur l'inhumanité croissante de ce discours où nier la mort devient une stratégie politique. Je finirai par le terme de massacre, parce que je vais vous dire, les vrais massacres où ils sont actuellement, ils sont à Gaza. Et moi, je reviens d'un rassemblement. Ah bah oui, excusez-moi, il y a un génocide. Il y a un génocide actuellement à Gaza. Et donc l'extrême droite est certes
allié et soutient M. Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Mais actuellement, il y a un génocide à Gaza. Actuellement, nous avons les Champs-Élysées, c'est les policiers de Gaza. Non, mais ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé. Nous avons actuellement... Non, s'il vous plaît, Laurent Jacobelli. Je ne vous ai pas coupé. Et si je peux permettre, un débat n'empêche pas l'autre, que les choses soient claires, évidemment. Parce que c'est suffisamment important pour en parler. Actuellement, une députée européenne, ma collègue Rima Hassan, est dans une prison israélienne avec 11 autres activistes non violents. Et nous appelons, pour dénoncer notamment le blocus humanitaire que subit une population complètement affamée à Gaza. Nous exigeons de la part du président Macron une reconnaissance de l'État palestinien au plus vite. Et nous exigeons évidemment leur libération immédiate et la levée du blocus humanitaire. Et puis, il y a les chroniqueurs comme Kevin Bossuet. Lui, c'est la confusion incarnée. À chaque prise de parole, il mélange tout. Oui, c'est cru, mais ça exprime une exaspération réelle. Il y a des limites à l'indécence, surtout quand elle participe à justifier l'injustifiable. Vous avez tout à fait raison. Et tout d'abord, j'aimerais apporter mon soutien au peuple israélien, mon respect et mon admiration. Le peuple israélien a connu l'un des plus grands pogroms de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, le 7 octobre. Et dès le lendemain, ce peuple s'est relevé avec force. Ce peuple est doté d'une force morale et mentale incroyable. Et vous avez tout à fait raison, Anthony. Les Israéliens sont en train de jouer leur survie, mais les Israéliens sont en train de défendre nos valeurs, sont en train de défendre également la sécurité de l'Occident et la sécurité de l'Europe. Parce que la menace nucléaire iranienne menace tout l'Occident. Parce que des missiles iraniens peuvent très bien un jour toucher la France. Parce qu'il y a déjà eu des attentats commandités par l'Iran sur notre sol. Et oui, vous avez raison, Anthony, Israël fait aujourd'hui le sale boulot. Et quand j'entends M. Macron qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, qui ne comprend pas que nous sommes dans une lutte acharnée contre l'islamisme, qui ne comprend pas qu'on est dans une guerre de civilisation, en train d'être dans un yo-yo idéologique incompréhensible, qui nous raconte que les frappes israéliennes sont bénéfiques, mais qu'il faut quand même les condamner, qui nous dit qu'Israël doit se défendre, mais qui appelle depuis pas mal de semaines à désarmer Israël. Ce n'est pas à la hauteur. Moi, j'aimerais dire au peuple israélien, ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être une partie de l'opinion dans le monde contre vous, mais vous êtes du côté de l'histoire, vous êtes du côté de la vérité, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est historique et c'est exceptionnel. Et je pense que tous les amis des démocraties le savent. Donc bravo à Israël, bravo à Tsahal, qui est d'une supériorité incroyable, qui a réussi en quelques heures finalement à gagner la supériorité aérienne, là où les Russes n'ont pas réussi à le faire en Ukraine pendant 3 ans. Donc moi, je voudrais remercier Israël et le dire haut et fort, parce que dans certains médias, en effet, il y a des propos très anti-israéliens, mais je peux vous dire que les Français soutiennent Israël parce qu'ils savent qu'ils sont en train de nous défendre, de lutter contre le terrorisme islamiste qui nous menace tous. Donc bravo. Pendant ce temps, Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, nous rappelle ce que doit être la France. Lors de la conférence Dignité et politique, il dit une phrase historique. Je n'ose imaginer qu'à une telle date, le 18 juin, la France ne reconnaisse pas l'État palestinien. Ce n'est pas juste un discours, c'est une boussole morale. Villepin, c'est cette voix lucide qu'on n'entend plus chez nos dirigeants. Et donc, la France, je crois, de ce point de vue-là, a une vocation singulière. Nous ne sommes pas n'importe quel État. Nous avons une responsabilité particulière. Nous avons à faire entendre notre voix. Nous avons un leadership à assumer. Et ce qui est vrai aujourd'hui au Moyen-Orient, l'est également en Afghanistan, l'est vis-à-vis des crises africaines qui sont trop souvent passées sous silence, qu'il s'agisse du Soudan, du Congo, de l'Éthiopie et combien d'autres. Donc la dignité, elle est là dans le rendez-vous que nous avons avec notre histoire, dans le rendez-vous que nous avons avec les peuples du monde. Et quand on entend le général de Gaulle en 1966, dans son grand discours de Phnom Penh, faire la leçon aux Américains sur ce que nous avons appris, nous, de la guerre du Vietnam, et ce que nous conseillons donc aux Américains de faire pour éviter cette boucherie qui n'a cessé de se développer encore pendant de nombreuses années. Quand nous entendons le général de Gaulle faire la leçon aux Américains sur le privilège du dollar en 1965, et que n'a-t-on tiré les leçons des leçons du général à l'époque, c'est aussi une question de dignité des États et de dignité des peuples. C'est quelque chose qui dépasse l'égalité, c'est quelque chose qui va au-delà des idéaux traditionnels
porté par les États de la communauté internationale et qui relève à la fois d'un principe éthique et d'un droit reconnu des peuples à l'autodétermination, à la possibilité de vivre en sécurité, aujourd'hui pour l'Ukraine. Et donc, cette révolte, elle doit nous habiter. Nous devons être habités par l'idée de corriger les malheurs du monde. Et je pense que dans la dignité internationale, dans la dignité politique, il y a cette exigence. Il y a des outils différents, il faut compter avec le temps, il faut compter avec la règle de droit, il faut compter avec un univers international qui a ses codes et ses règles, mais il faut être capable à un moment donné de prendre la parole et d'avoir cette audace, puisque c'est le 18 juin que la décision sera prise concernant la reconnaissance de l'État palestinien. Je n'ose même pas imaginer qu'on ait pu choisir cette date et ne pas être au rendez-vous. Et puis il y a cette phrase du spécialiste Éric Denessé, « Netanyahou provoque, attend une riposte, puis joue la victime ». Tout est dit, c'est une stratégie, une mise en scène. Israël déclenche les hostilités et quand la riposte arrive, les médias crient à l'agression. Une manipulation qui fonctionne jusqu'à ce qu'on décide de la dénoncer. Qu'est-ce que va faire Netanyahou ? Parce que s'il passe outre les recommandations américaines qui sont plutôt de faire une riposte mesurée, d'abord s'il fait une riposte, ça va déjà changer les choses. S'il fait une riposte qui échappe au contrôle des Américains, ça va être encore plus problématique. Et je dirais que finalement, le deuxième paramètre, enfin le premier c'est l'attitude de la Russie, celle de Netanyahou, le troisième c'est celle de l'Iran. L'Iran depuis maintenant plusieurs mois essaie de ne pas tomber dans le piège israélien. Parce que la stratégie israélienne, elle est tout à fait finalement comparable à ce qu'a fait l'OTAN face à la Russie. C'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou, pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur. Bien sûr que c'est Moscou qui a envahi l'Ukraine, mais tout avait été fait pour. Et là, il se passe la même chose. Depuis plusieurs mois, on voit des tentatives assez systématiques des Israéliens et des Américains d'une certaine manière, pour pousser l'Iran à la faute. Or, toute l'astuce des Iraniens, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège. Heureusement, sur LCI, Beling Nabli fait entendre une voix de vérité. Il dit « Tant mieux s'il y a peu de morts civiles côté israélien, mais les Palestiniens, eux, n'ont pas de bunker. » Cette phrase m'a glacé, parce qu'elle dit tout, parce qu'elle ose enfin briser l'indifférence. Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre unilatéral. On voyait il y a quelques minutes aussi des drapeaux israéliens qui ont été positionnés. On se dit, oui, trois morts, encore une fois à 7 heures, bilan provisoire. Mais les destructions dans ce village ou cette banlieue de Tel Aviv au sud sont massives quand même. Oui, surtout si c'est ciblé, si les bâtiments civils en question et les résidences civiles en question ont été ciblés, ça relèverait de crimes de guerre. Après, la notion de civilisation de l'abri ou des abris, ça me dépasse un peu. Je pense aux habitants de Dresde ou de Londres durant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient dans des abris, dans les caves en question. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Donc je ne pense pas que ça soit une question de civilisation. Par contre, effectivement, la comparaison ne tient pas. Après, c'est peut-être les expressions aussi ne tiennent pas. De la fabrication, je ne sais pas ce que ça veut dire. De la fabrication, la culture de l'abri. La culture de l'abri. Oui, culture de l'abri. Si je vous laisse avec vos expressions, moi ça me dépasse. En tous les cas, tant mieux. La conclusion, c'est tant mieux s'il y a peu de morts civiles. Oui, et on a eu d'ailleurs des témoins en direct sur notre antenne qui étaient dans leur abri, on les a vus dans nos reportages. Effectivement, alors malheureusement, vous avez à quelques kilomètres des Palestiniens de Gaza qui, eux, n'ont pas les moyens d'avoir des abris face aux bombardements quotidiens israéliens. On est à plus de 50 000 morts, et pour le coup, ils sont manifestement ciblés, et c'est constitutif... Parce que les tunnels sont destinés au Hamas. Juste si on se concentre sur ces images et ce qui est en train de se passer. Les images en question, en question me rappellent ce qui se passe à quelques kilomètres depuis 18 mois, à savoir des bombardements de bâtiments civils avec des dizaines de milliers de morts civils. Et on en est sans doute parti, on en parlera et on l'évoquera avec vous, Didier. Et on a Louis Sarkozy qui a été invité pour défendre son père après le retrait de la Légion d'honneur. Et pourquoi ? Pour vendre un livre qui ne se vend pas. Payé avec nos impôts. Un symbole parfait du mépris de classe, de l'impunité et du recyclage éternel des élites déchues. Nicolas Sarkozy, mon père, prend acte de cette décision et je vous dirigerai vers les déclarations de son avocat, mais je dirais simplement ceci, que le président Jacques Chirac lui remet
la Légion d'honneur suite à sa participation à la prise d'otage de HB à Neuilly en 1993. Human Bomb. Et à tous ces détracteurs et à tous ces critiques, aujourd'hui, je leur souhaite un centième, si ce n'est un millième de son courage dans cet acte. Mais ça veut dire que vous la contestez, cette décision, qu'il pourrait la contester, qu'il pourrait demander par exemple la clémence auprès de... Mon père la conteste juridiquement, puisqu'il y a aujourd'hui une procédure en cours à la Cour européenne des droits de l'homme, et que le souhait de Nicolas Sarkozy, c'est que la vérité triomphe, et il est confiant qu'un jour, effectivement, elle triomphera. Donc la Cour européenne des droits de l'homme va se déclarer sur cette condamnation, et si sa déclaration s'ajoute à une condamnation de la France, bien sûr, la Légion d'honneur lui sera restituée. Qu'est-ce qui est le plus dur? Ce sera ma dernière question sur ça. Après, on va parler de votre livre. Mais qu'est-ce qui est le plus dur, cette sanction supplémentaire ou de voir le nom de votre père associé à celui du maréchal Pétain, puisque c'est le seul président pour l'instant auquel on lui avait retiré Il n'y a aucune difficulté, chère madame, à être le fils de mon père. Aucune. Il n'y a que fierté et honneur aujourd'hui comme tous les jours. Et enfin, Dominique de Villepin détruit la politique étrangère de Macron en direct, accuse l'Élysée d'irresponsabilité. On l'a vécu en Afghanistan, on l'a vécu en Irak, on l'a vécu en Libye. Donc on cohabite avec ce régime. On a entendu le ministre des Affaires étrangères parler de ce régime, de l'Iran, en disant l'Iran a soutenu le Hamas et le Hezbollah, salué l'attentat antisémite du 7 octobre, livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie. L'Iran retient en otage 2 de nos compatriotes. Ce n'est pas un État ami. Est-ce qu'il faut souhaiter qu'il se maintienne ? Alors, une fois de plus, la politique de changement de régime, nous avons déjà essayé. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Les conséquences sont chaotiques. Personne ne peut imaginer ce qui se passerait. Et c'est exactement la même chose, le même raisonnement que nous avons fait concernant la Russie de Vladimir Poutine. Évidemment, on souhaiterait que ce régime démola puisse être balayé. Mais ce n'est pas, sur le plan international, la façon d'agir. Et c'est pour cela que la fermeté sur nos principes et l'exigence de fermeté vis-à-vis de l'Iran doit être au rendez-vous. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Rien n'est plus urgent que d'avoir les Européens et les Américains qui sont réunis au G7 au Canada, que de se mobiliser pour faire en sorte que la première phase des bombardements ayant eu lieu, et nous savons que Israël n'a pas la capacité de véritablement détruire le programme. Il faut l'aide des Américains pour aller en profondeur. Et c'est bien sans doute ce que voudrait Benjamin Netanyahou, que d'entraîner les Américains dans cette aventure, au risque alors d'avoir des conséquences qui seraient encore plus graves. Fermeture du détroit d'Ormuz, profonde modification de l'ordre économique. Vous voyez, nous sommes dans un ordre international qui est aujourd'hui en grand danger. Cet ordre international, il n'a plus de règles, il n'a plus de garde-fous, il n'a plus de dirigeants, puisque la plupart sont des dirigeants de nouveaux empires, qui aient l'esprit de responsabilité. Justement. Et c'est pour cela qu'il faut faire preuve de mesure, mais en même temps de détermination. En 2003, nous avons réagi par la mobilisation. Il faut faire part. Vous disiez il n'y a plus de dirigeants. Vous avez dit ce week-end dans une interview qu'il n'y avait en France, ni président, ni Premier ministre depuis 2007. 2007, c'était Jacques Chirac et vous, le Premier ministre. Pourquoi vous dites ça ? Parce que la fonction présidentielle, telle qu'elle est écrite dans notre Constitution, est une fonction d'arbitre, est une fonction de garant, est une fonction d'inspirateur de la nation, et que peu à peu, le président de la République est devenu l'homme à tout faire de la République. Et quand un président veut tout faire, eh bien on sait que le résultat n'est pas au rendez-vous. Et c'est exactement ce qui se passe. Et le Premier ministre est réduit à l'état de collaborateur. Et donc aujourd'hui, le pays est à l'arrêt, l'économie est à l'arrêt. Il y a une situation un peu particulière à l'Assemblée. Oui, mais cette situation un peu particulière, nous aurions dû la constater, puisque nous la connaissons depuis 2022. Nous aurions dû exiger que tout Premier ministre arrivant au pouvoir engage sa confiance devant le Parlement. C'est une règle démocratique que nous aurions dû respecter.